Salam alaikum Azul, bonsoir. Rétro Info comme chaque samedi. Donc nous allons traiter des événements les plus marquants de la semaine. Nous allons essayer de parler du rapport de Crisis Group et du fait que beaucoup de titres de presse mondiaux ont relayé l'information, une information gravissime qui trace de très sombres perspectives pour 2019 pour ce qui concerne l'Algérie. Nous parlerons aussi de la commémoration du 19e anniversaire de l'assassinat de Hachani, Abdelkader Hachani. Puis nous parlerons de ce phénomène encore timide mais qui tend à s'affirmer de plus en plus sur la scène publique, qui est celui de la solidarité de la société civile avec des victimes du régime algérien, des journalistes, des artistes, entre autres, et notamment. Alors, nous allons d'abord voir les titres. Courrier international, Algérie, Bouteflika, beaucoup de dépenses, peu de résultats, par Saïdani Hamid. Algeria Watch, Abdelkader Hachani, victime de l'intégrisme éradicateur, par Sadr Salem. Half Post, les artistes se mobilisent pour la libération de Kamel Bouakez, par Linda Abou. Avec nous donc pour en parler aujourd'hui, Sadr Salem, écrivain et historien, et aussi collaborateur d'El Magharibia dans une émission très connue sur l'histoire. Samir Bellatesh, militant des droits de l'homme. Merci Sadr d'être avec nous. Merci Samir d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Boukhalifa Ben Mamar, journaliste, militant pour la démocratie. Merci Boukhalifa d'être avec nous. Merci Jamal, merci à vos invités d'être là. Merci. Alors, je vous propose de commencer par le sujet du Crisis Group. Boukhalifa, est-ce que vous pourriez d'abord nous parler de cette ONG ? On n'aura pas besoin de faire tout le pédigré de l'ONG, mais elle a une crédibilité quand même depuis quelques années, de par les missions et les objectifs qu'elle s'est fixés. Donc elle est plutôt dans l'analyse, chose qui est très importante. Donc on peut reprocher aux différents rapports de ne pas brosser dans le sens du poil, ce qui peut s'avérer, mais surtout que c'est une ONG qui prévient des conflits. Chose qui est très importante. Il est surtout dans la prévention des conflits. Tout à fait. Donc, concernant l'Algérie, donc, il y a deux rapports assez sceptiques. Il y a celui de fin 2015 qui prévoyait, si au conditionnel, s'il n'y avait pas d'embellie sur le plan économique, s'il n'y a pas de réforme structurelle profonde, donc l'Algérie pouvait potentiellement rentrer dans une situation de cessation de paiement à horizon fin 2018. Donc, et là, le directeur, justement, le président plutôt de l'International Crisis Group, M. Robert Mallet, a accordé une interview à TSA où il persiste et signe, où il dit que la situation est gravissime et où il dit que si effectivement rien n'est fait très très vite et très très fort, il y aura de graves problèmes en 2019. Bien sûr. Alors, ce qu'on peut reprocher, nous, en tant que militants, à ce genre de rapport, c'est qu'il ne va pas au-delà de l'analyse économique. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'analyse... Il parle de paralysie économique et de paralysie politique. Comme oui. Ça, en ces termes. Hein. Donc, comme toutes les ONG ont un devoir de réserve, ce qu'elle observe parfaitement, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces données, les données analysées, ne tombent pas du ciel. Oui, évidemment. Donc pour beaucoup c'est une ONG qui a fait des enquêtes terrain. D'ailleurs, ce qu'il dit dans son interview, Crisis Group ne fait pas de prévision, il fait de l'analyse. Et notre rapport, fruit d'un long travail de terrain, plus de 2 ans, repose sur une constatation simple. Le modèle économique actuel, celui grâce auquel l'Algérie a pu vivre une période de stabilité, etc., n'est plus viable. Oui, et puis, malheureusement, beaucoup d'économistes algériens l'ont dit. Oui. Donc, ils n'ont pas de porte-voix et n'ont pas peut-être la même aura et les moyens de diffusion, ne disposent pas intrinsèquement de moyens de communication qui peuvent leur permettre
de le développer sur un terrain où ils seront entendus, écoutés et même auraient bénéficié. Donc on les entend quand même sur votre plateau. Hein, donc on a pas mal d'experts qui l'ont dit, qui le disent depuis au moins 2 ans. Absolument. Il y en a qui ont décortiqué Notamment Farhat Aitali et Ibn Wari. Ils ont fait des prévisions qui sont avérées très vraies, très justes. Ouais. Tout à fait. Et le drame, c'est que la réalité est là aussi. Oui, elle nous a rattrapés, pour le moins. C'est dans le rapport, d'ailleurs, c'est la question du journaliste de TSA, quand il s'est adressé à M. Mallet. Il lui dit, le rapport mentionne justement des groupes d'intérêts influents qui défendent le statu quo en Algérie. À qui le rapport fait-il allusion? Et M. Mallet répond clairement, il dit, c'est les membres du FCE, entre autres. Parce qu'ils ont trop d'intérêts, ils ne veulent pas que ça change, ils ne comprennent pas que ça ne va pas dans leur intérêt, etc. Les Américains sont habitués à une formule ancienne qui consiste à dire tout ce qui est bon pour la General Motors, c'est bon pour les États-Unis. Et tous les présidents qui voulaient servir l'ensemble des Américains voulaient se démarquer de cette ligne. Or, il y a certains membres du FCE qui sont encore du temps de la General Motors. Bon, moi, je n'ai pas lu le rapport. Et nous avons pour habitude de nous plaindre des silences durables des médias occidentaux concernant l'Algérie. Justement. Alors, quand ils se mettent à en parler, pourquoi s'en plaindre? Absolument. Et justement, vous êtes bien d'en parler, Sadr Selam. Pourquoi? Parce qu'à la suite de ce rapport de Crisis Group, il y a eu, c'est comme si un coup de sifflet avait été donné. De très grands journaux mondiaux ont relayé l'information. Des journaux qui d'habitude ne parlent pas de l'Algérie ou font semblant de regarder ailleurs. Je ne vous cite que le Financial Times, Libération, Le Figaro, Le Monde. Ils en ont parlé en même temps. Qui passent des mois, de l'échéance 2019. Sans parler de l'Algérie, Le Monde et Le Figaro. Évidemment. Oui. Oui. Non, mais c'est dû au changement du paysage médiatique en Algérie. Depuis 2 ou 3 ans, la plupart des journalistes, parfois avertis, ne savent pas à quel sein se vouer. C'est vrai. Et il y a beaucoup de rumeurs, des spéculations relayées sur le net, etc. On comprend d'un côté la prudence des journalistes qui ne veulent pas être ridicules en répercutant une rumeur qu'une officine quelconque a intérêt à diffuser. Mais d'un autre côté... Ces médias internationaux, ils savaient qu'en Algérie, ça allait mal. Ils savaient que le président Bouteflika n'était pas celui qui réellement dirigeait le pays. Ils savaient qu'il y avait un groupe occulte derrière. Ils savaient que la corruption faisait rage. Mais ils n'en parlaient jamais. Non. Or maintenant, d'un coup, ils se mettent tous à en parler. Et ils se mettent tous à parler vrai. D'après vous, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est fortuit? D'abord, ils peuvent en parler sans risque de se tromper, puisque c'est le résultat d'une étude de 2 ans. Oui. Donc, ça, c'est pour le Crisis Group. C'est le Crisis Group qui leur a donné le point. Mais la presse, qu'est-ce qui a fait que la presse relaie et en parle dans le détail, alors qu'elle ne le faisait pas? Si vous permettez, Jamal, on risque de... C'est-à-dire que quand on s'appuie sur quelque chose qui a été rapporté, donc on risque moins le délit... Pardon, excuse-moi. On risque moins le délit de presse. Donc, c'est des informations qui sont apportées par un tiers, sur lequel on peut s'appuyer. On se contente de commenter. Tout à fait. Alors que là, si par malheur, donc, vous fournissez vous-même un travail d'investigation, vous allez de toute façon faire l'objet de coupures de la même manière. Représailles publicitaires, entre autres. Tout à fait. Et puis, on a clairement compris et on a clairement fait comprendre aux journaux algériens, donc avec toute leur l'éventail qu'ils ont, c'est que le journalisme d'investigation n'a pas lieu d'être. Puis, il y a des sujets qui vont fatalement conduire à des situations qu'on vient de vivre au moins sur les 2 derniers mois. Jamais. Je pense qu'il y a plusieurs possibilités, notamment celle-là qui consiste à dire que les observateurs internationaux lancent des signaux à ceux qui dirigent l'Algérie en leur disant « Attention, nous ne sommes pas contents
Je pense qu'on pourrait faire ce type de lecture, notamment quand un groupe d'analyse ou un think tank ou une association comme celle-là s'exprime, parce que, de par sa composition, elle est très proche quand même des centres de décision à l'international, ONU, enfin, des grandes institutions internationales. Du coup, on pourrait faire cette lecture, effectivement, c'est-à-dire qu'ils disent au régime algérien, attention, nous ne sommes pas contents, ou, à mon avis, pour le dire plus exactement, attention, nos intérêts vont être en danger avec vous. Ça veut dire qu'ils ne sont pas contents de la gestion qui est faite de l'Algérie. Donc le choc pourrait... On pourrait faire la même lecture avec la sortie de l'ancien responsable des renseignements français, qui lui aussi avait lancé des alertes comme ça. Et je pense que des déclarations de Bajolé, les récentes déclarations de Bajolé, qui disaient que... Ça a commencé à partir de là, depuis que Bajolé je pense que même c'est comme s'il avait ouvert la boîte de Pandore. Même Macron, je pense qu'il a glissé des petites phrases qui veulent dire un petit peu des choses comme ça. Et il faut savoir aussi que du côté algérien, on sait aussi qu'ils sont très sensibles à ce que disent les puissances internationales, parce qu'on a un régime qui est très faible, il n'a pas il n'est pas représentatif de la société, etc. Du coup, il vit avec la légitimité que lui donne l'international, les institutions internationales, la presse, ou les puissances de la presse. Moi, j'aimerais comprendre pourquoi la presse. C'est comme si un coup de sifflet avait été donné. Ils se sont tous mis à relayer sur des points très graves. Corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble que la presse, y compris française, américaine et tout, elles disent que ce que leur demandent de dire les propriétaires. C'est-à-dire qu'ici, à l'ouest, il y a des propriétaires, il y a des industriels, il y a ceux qui tiennent les médias. Et ils ont une feuille de route et ils la déroulent. Et quand ils ne parlent pas de l'Algérie, je pense que c'est parce qu'ils ont des intérêts en Algérie et ils gèrent ces intérêts-là. Et que maintenant, il n'y a plus suffisamment d'argent qui arrose les uns et les autres. Régime. Moi, j'ai lu l'interview du monsieur du groupe, Crisis Group, là. Oui. Pour moi, il a lâché une petite phrase qui semble très bizarre, spécialement de la part de quelqu'un, un spécialiste, je veux dire, qui est rigoureux avec ses instruments scientifiques et tout. Il disait que je parle sous le contrôle de M. Selem, parce qu'il me semble que c'est de l'histoire, que le régime algérien a encore de la légitimité qu'il tient de la révolution algérienne. C'est ce que dit le monsieur dans son entretien. C'est-à-dire qu'ils disent non, nous on ne veut pas taper sur le régime algérien. On sait que le régime algérien a d'abord bien travaillé pendant des années, qu'il a réussi à sortir de la décennie des années 90 et qu'il a stabilisé la société, pour reprendre ces mots, et que ce régime-là continue à bénéficier de la légitimité historique. Moi, il me semble que le régime... Il doit être très mal informé. C'est-à-dire que c'est vrai que la légitimité historique a été la chose qui a un peu maintenu le régime pendant des années, mais ça fait déjà un moment qu'elle baisse, elle baisse, exactement. Les Algériens ne lui reconnaissent pas ça, à mon avis. Absolument. Les élections sont toutes truquées. C'est pour ça que je trouve bizarre la déclaration. Peut-être qu'il a voulu mettre un peu d'eau dans son vin. Il a fait dans le diplomatiquement correct, voilà. En matière de légitimité historique, il n'y a que Gaïd Salah qui vient de l'Aïlen. Tous les autres, c'est l'armée des frontières. C'est peut-être une façon de dire du bien de Gaïd Salah. C'est peut-être un clin d'œil. Façon originale. Et du coup, voilà. Mais sinon, les médias font ce que leur disent leurs propriétaires de faire. Le FCE a réagi à l'attaque frontale de M. Mallet, qui désigne directement les membres de l'FCE comme étant des gens qui empêchent le changement parce qu'ils tiennent au statu quo qui les enrichit. Et le FCE a répondu. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça serait vraiment très préoccupant si l'Algérie se contente de la réaction du FCE. Oui. C'est le cas pour le moment. Qui serait la General Motors de l'Algérie, alors que toutes les études montrent que le secteur privé a reculé pendant les 10 dernières années. Quand on faisait l'apologie des investissements directs étrangers, on voulait les attirer, on a développé l'attractivité. Le principal argument, c'était de dire ça pourra aider le secteur privé algérien à progresser. Or, il a reculé. Oui. Et ça, c'est assez préoccupant pour un pays qui cherche à passer définitivement dans l'économie de marché.
Et alors, si les autres se taisent, il faut se poser la question, parce que l'Algérie, ce n'est pas seulement les milliardaires. Ils ont d'autres chats à fouetter en ce moment. Oui. Et comment Ils ont... M. Bajolet a dit quelque chose de tout à fait évident. Il a dit que tout le monde sait en Algérie, ça a mis le feu dans le lac, comme on dit en Suisse. Et donc ça prouve qu'il y a une certaine inquiétude, on est très attentif à ce qui se dit en Algérie, surtout maintenant, de l'Algérie à l'extérieur. On est oversensitive, comme on dit en anglais. Ouais. Et alors d'où vient cette susceptibilité? C'est-à-dire qu'il y a un problème en Algérie, un problème éminemment politique, et à chaque fois qu'on en parle à l'étranger, c'est une réaction très ombrageuse, indignée. Réaction disproportionnée, sauf cette fois-ci, il n'y a pratiquement pas eu d'autres réactions que celle du FCE. Personne ne s'est exprimé. Mais nous allons passer au point suivant. Je rappelle juste que le FCE vient de déclarer que la fortune approximative de ses membres s'élève à 40 milliards de dollars. Environ. Et quand on connaît la transparence de l'économie algérienne, on peut, je pense, les croire. Et 40 milliards de dollars, c'est pas rien. Ouais. Et j'imagine qu'ils n'ont déclaré que la moitié au moins, ou le tiers. Alors, nous allons passer au sujet suivant, celui de la commémoration de l'assassinat de M. Abdelkader Hachani, Rabbi Rahmou. Sadr Sillam, vous avez commis, comme on dit dans le métier, un très bon article avec Fatiha Talahit, oui. Que vous aviez proposé au Monde et à Libération, qui l'ont refusé. C'est elle qui l'a proposé, moi je ne me fais aucune illusion sur un... Ah, voilà. Finalement, il a paru sur Algeria Watch. Et ça lui a assuré une durée de vie meilleure. Absolument. Algeria Watch, qui est un site très sérieux. Le site, à mon avis, le plus sérieux qui rapporte des événements de la décennie rouge, comme on dit. Alors, Sadr Sillam, si vous nous parliez un peu d'Abdelkader Hachani. Moi, je ne l'ai pas connu, mais enfin, vu d'ici, je considérais qu'il était le personnage qui avait le plus de chances d'amener la presque totalité du mouvement islamiste à accepter la démocratie. Bon. En Algérie, quand il y a eu le pluripartisme, on a reconnu le fils, il y avait des cris d'indignation, et on avait le choix entre maintenir le courant islamiste dans la clandestinité ou lui permettre de s'exprimer librement, et si possible, en arabe on dit « tahta qubbat al-barlaman », sous la coupole du Parlement. Donc cette option était le meilleur moyen de prévenir la radicalisation qui conduit à la violence et à la lutte armée. Et lui, malgré toutes les difficultés, les obstacles... Il a dû même convaincre ses propres siens, parce qu'une partie des salafistes ne voulaient pas aller aux élections. Non, même d'autres... Il y avait une autre raison, c'est que certains sentaient que l'armée allait réagir négativement. Et donc il disait, il ne faut pas leur donner l'occasion. Mais lui, il a dit... il a été zahirite, comme on dit, mazhab zahiri, c'est on juge selon les apparences. On ne fait pas de procès d'intention. Et donc après, il se retrouve parmi les premiers à être arrêtés, malgré le côté très pacifiste de ces communiqués que j'ai vu personnellement affichés à l'entrée des mosquées. J'étais là-bas, moi, début 92. Et donc, la stratégie des putschistes à l'époque, c'était d'arrêter tous les chefs du fisc qui avaient une influence. Ça, c'est avant les élections? Non, après. Il a été arrêté après les élections. Avant les élections... Non, mais j'aimerais que vous nous parliez d'abord de avant. Comment, tout seul, alors que les leaders principaux du FIS étaient en prison, comment il a pu rallier tous les militants, faire une très bonne campagne électorale et obtenir la victoire pour le FIS? Il avait une autorité, il avait une capacité de persuasion. Il avait tout un groupe avec lui. Il n'était pas le seul. Et donc, malgré une des difficultés qui était invoquée par les adversaires de la participation aux élections, c'est le découpage qui a été fait. Le fameux découpage. Mais avec l'aide de la place Beauvau à Paris. Oui, certainement. On l'a dit à l'époque. Parce que vous avez des découpages
qui était fait sur mesure de manière à ce qu'un élu du FIS ait 10 fois plus de voix qu'un élu du FLN. Oui. On a comparé ça avec l'Assemblée algérienne, où vous aviez le premier collège qui représentait 10% de la population et le deuxième collège, 90%. Oui. Mais lui, il a dit non, ils veulent la démocratie, on y va. Il y a un risque de. Mais eux, ils avaient fait ce découpage de façon à permettre au FLN d'avoir le plus de voix de toutes les façons. Voilà. Oui. Donc, si on tire la leçon parce qu'il y avait un institut là, qui a fait un sondage qui a donné un tiers pour les trois fronts, si vous voulez, et ça s'applique à cet organisme là, qui fait des prévisions, Crisis Group. Dans des pays où l'informel économique représente 45%. Et la politique reste quelque chose d'opaque. Les prévisions sont très, très difficiles à faire. Et ça, depuis la période coloniale. Augustin Berck, le père de Jacques Berck, a dit celui qui fait une prévision dans ces pays de plus de 3 mois prend des risques énormes de se tromper. Donc c'est vraiment la navigation à vue. Et donc Hachani, d'abord, du fait de sa formation moderne et authentiquement musulman, il était vraiment acquis à l'idée de démocratie. Contrairement à d'autres qui avaient une culture théologique et qui font un sureffort pour se convertir au jeu démocratique. Et il représentait déjà un danger, parce que beaucoup de généraux misaient sur le refus du fils. La violence. De participer à l'élection. Ah, d'accord. Oui. Okay. D'ailleurs, le fils s'est arrangé pour annoncer le plus tardivement possible son acceptation de participer. D'accord. D'où, vers le mois de novembre, vous avez l'ouverture à des gens qu'on a appelés les Jazara. Oui. Et on continue. Qu'est-ce que c'est les Jazara, justement? Jazara, c'est un terme inventé par le Cheikh Nahnah, pour désigner ces types-là. En français, on pourrait traduire l'algérianité? L'algérianisation. L'algérianisation. C'est-à-dire, un peu comme toute proportion gardée, le socialisme dans un seul pays, chez Staline. D'accord. Au lieu de faire de l'internationalisme, parce que Nahnah voulait les entraîner pour adhérer à l'internationale des frères musulmans, ils refusaient. Ils se sont dit, on a nos villages, nos paysans, il faut s'en occuper. Mais lui, cette Jazara, elle était très mal vue des premiers dirigeants du FIS. Ah, et le fait d'admettre des candidats de Jazara, c'était un signe de grande ouverture à des diplômés, à des intellectuels. Moi, je me souviens d'un article d'une page paru dans Le Monde. C'était le fameux Georges Marion, là, qui a fini par être prié de quitter l'Algérie. Et il a parlé du chef de département de mathématiques et du chef de département de mécanique à l'université de Babzouar, qui était de la Jazara. Oui. Et il disait, la Libération, toute la presse présentait des barbus, il a dit non, c'est des gens qui ont fait des études modernes, qui peuvent être aussi utiles que les PDG de la Sonatrach, etc. Et le comble, c'est quand je suis rentré, ces deux chefs de département n'étaient même pas au courant que le monde avait parlé d'eux. Bon, ils voulaient faire de la politique, mais ils ne suivaient pas ce qui se publiait sur eux. Alors, Hachani, il fait partie, il a le même profil. Mais le Jazara, en fait, c'est des gens qui étaient au séminaire de Malek Ben Nabi à Alger. Hachani vient de l'Est. Oui. On l'appelait le groupe de l'Est. Oui. Il a été formé à Boumerdes, l'Institut pétrochimique, où, dès la première année, il faisait venir Nahnah pour leur faire des conférences sur l'islam. Donc, il tenait à avoir un équilibre entre formation moderne et formation authentiquement islamique. Et puis, il était le fils de Brahim Hachani, un des grands militants du PPA-MTLD, et qui a été chef de cabinet de Abdelhamid Mahri, dans les deux ministères, le ministère des Affaires maghrébines, dans le premier GPRA, et dans ce qu'on appelait le MASC. Son père était directeur de cabinet. Absolument. Abdelhamid Mahri. D'où sa relation avec Mahri. Mahri m'a dit, moi j'étais... Alors, Hachani, par rapport aux autres orateurs là, qui étaient prévenus contre les dirigeants de la Révolution, peu pratiquants, c'est un point de vue purement piétiste, Hachani était en relation avec Abdelhamid Mahri, avec Aït Ahmed, qui se souvenait de son père aussi, et avec Ahmed Taleb. Comme quoi? Oui. Et donc il avait la même stratégie que le PJD marocain,
qui dès le début, s'est mis sous l'aile protectrice du docteur Abdelkrim El-Khatib, un des héros de l'armée de libération. La guerre du Rif. Oui. Et Hachani représentait un danger pour les gens qui préparaient leur coup de force à cause de ça. Parce que si vraiment cette relation était connue et médiatisée, le coup d'État aurait été très mal vu. Parce que des gens des DAF qui font un coup d'État... Oui, contre des historiques. Des historiques, oui. J'ai le chef de département de maths dont j'ai parlé... Il ne s'est pas mis en valeur sur ce plan-là, Hachani. Non. Il n'a jamais évoqué ce... Non, il était d'une grande discrétion, une grande humilité. C'est de la pudeur, c'est réellement... Mais il voulait apprendre. L'humilité. Mais c'est n'importe quel homme politique. Oui, il est né en 55. Il était né en 55, je crois. En 56, je crois. Oui. Donc il est né quand son père était déjà parti. Je reviens à vous, Seth Sidlem. Khalifa, que vous inspire la personnalité de Hachani? Est-ce que s'il n'avait pas été assassiné, l'Algérie aurait pu prendre une autre direction que celle très violente, très tragique qu'elle a connue? Je pense qu'il y a des événements historiques qu'il faut remettre, il faut recontextualiser dans quelle période ça s'est fait, quelles étaient les conditions de l'époque. La lecture a posteriori est extrêmement difficile. Je m'explique. Moi, à cette époque-là, j'avais 21 ans, donc j'étais engagé politiquement comme beaucoup de jeunes de ma génération à l'université, avec un projet politique qui était différent de celui défendu par Abdelkader Hachani. Et la difficulté à l'époque pour nous de saisir et de comprendre, c'est qu'on était sur des modèles de fonctionnement et de confrontation politique qu'on avait hérité de la décennie des années 80. C'est-à-dire qu'il faut replacer les choses dans leur contexte. Donc on se définissait comment? Donc soit on était, entre guillemets, engagé sur la question identitaire, donc de fait, sans pendant, on était engagé sur la question des droits de l'homme, et paradoxalement, ceux qui étaient engagés sur ces deux questions se sont retrouvés dans les géoles du système avec ce qu'on appelait à l'époque les islamistes. Oui. Donc à Al-Barouaghia et à Lambez, ils se sont retrouvés. Donc quels étaient les détenus politiques des années 80 ? Donc les forces issues de la gauche prolétarienne, comme vous les appelez, donc, avec leur soutien critique, donc avaient pris leur parti. Oui. Donc restaient fondamentalement ces deux courants, donc qui étaient engagés à la fois sur le terrain des droits de l'homme et de la question identitaire, plus les islamistes. Absolument. Voilà, et ils se retrouvaient dans les mêmes geôles, dans les mêmes cellules, dans les mêmes prisons, les maisons centrales, etc. Voilà, exactement. Donc les paradigmes de lutte des deux courants étaient différents. Oui. Donc ils n'étaient pas fondés de la même façon. Et nous, à l'époque, quand au niveau de la prise en charge politique dans le parti dans lequel j'étais, en l'occurrence au FFS. Donc il y avait une partie qui était liée à l'histoire des idées politiques. Donc à l'époque en Algérie, sous le vocable des frères musulmans, on pouvait mettre tous ceux qui se réclamaient auberge espagnole. Voilà. Et alors que ça n'est pas le cas, et on le découvre a posteriori que c'était des courants qui sont structurés différemment, qui se réclament parfois différemment. Même opposés. Exactement. Pour revenir à votre question de base, oui, c'était une perte, parce que, a posteriori, ceux qui l'auraient pu incarner, allaient complètement à l'opposé de ce qui était tracé. Et on sait que les luttes d'influence dans les appareils politiques sont des guerres larvées. Mmh. Et l'un des problèmes majeurs, aujourd'hui avec les informations dont on dispose, l'un des problèmes majeurs qu'avait Abdelkader Hachani, c'est qu'il n'avait pas l'appareil en main. Ce n'était pas lui qui avait l'appareil en main. Oui. L'appareil du fils était, donc le fils, comme beaucoup d'autres partis, avait son cabinet noir, donc était une structure pyramidale. Donc les décisions étaient entérinées par un groupe assez restreint. Et contrairement à ce que l'on a voulu nous faire croire, donc ce n'étaient pas les durs qui étaient opposés aux moins durs, ou aux gens qui étaient non, c'était beaucoup plus complexe que ça.
parce qu'il y avait des rapports de force. Et il ne faut pas oublier, c'est que les partis politiques algériens, enfin les embryons de partis politiques qui étaient à l'époque, étaient déjà quand même en tractation, étaient en contact permanent avec le système. Oui. Donc la provocation qui s'en est suivie par la suite, donc toute la période de l'année 91, qui a été riche en événements. Donc on a eu les sit-ins du fils, et je pense que Hachani avait quand même essayé de peser de tout son poids pour ne pas aller vers cette confrontation. Oui. Et c'est là où il a été mis en minorité, plus que mis en minorité, puisque lui avait refusé de cautionner le bras de force à partir de juin 91, donc décidé par la direction du fils, d'aller au contact, alors que lui était partisan aussi, avec un courant qui existait déjà, mais qu'il a voulu. Je pense que sa tentative de prise de l'appareil a échoué. À partir de septembre, elle a échoué, puisqu'il a fallu le retard qui a été accusé pour que le fils, la direction du fils d'alors, amputé de ses dirigeants historiques, aille aux élections, était essentiellement dû au fait que les poches de résistance pour aller à participer à des élections et sauver encore une certaine existence légale, pour ne pas sombrer complètement dans la violence, je pense que c'était une bataille qu'il a gagnée au fur et à mesure. Il ne l'a pas eu tout de suite. Nous allons en reparler. Samir Bellatech, aujourd'hui, une trentaine d'années plus tard quasiment, il est resté, alors que la majorité de la population ne connaît pas ces événements. La plupart avaient 10-15 ans pendant la tragédie, d'autres sont nés pendant, d'autres sont nés après. On peut dire peut-être que 70% au moins de la population n'ont pas vraiment connu ces événements. Pourtant, les haines, les rancœurs sont toujours là, agitées par des extrémistes de l'un et de l'autre bord. Je vous donne un exemple. Quand on a fait la couverture sur Hachani, j'ai été attaqué sur mes espaces personnels de Facebook d'une façon atroce. On m'a reproché de faire l'apologie d'un grand criminel, Hachani, d'un assassin, de celui qui a été à l'origine de 250 000 morts. Et je vous passe du reste. Hein. Comment expliquez-vous qu'aujourd'hui encore, ces minorités restent encore influentes, j'allais dire, sur les réseaux sociaux et parviennent à formater des gens qui n'en savent rien, qui ne connaissent pas la réalité des choses et qui aujourd'hui pensent réellement dur comme fer que ce sont les islamistes qui ont provoqué ces événements, que ce sont eux les bourreaux, que ce sont eux qui ont tué 250 000 morts? À mon avis, à mon humble avis, comme ça. Il me semble que quand on passe par une décennie comme celle qu'on a vécue, on n'en sort pas indemne et les effets sont très lourds, profonds, spécialement par le fait que c'est des blessures qu'on n'a jamais soignées en fait, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait de travail de deuil et de compréhension et de vérité, éventuellement de justice, etc. Du coup, même maintenant, on continue encore, j'allais dire, à délirer à cause de la violence de ce qu'on avait subi. Par ailleurs, je pense qu'il y a de la désinformation, mais de la désinformation par tonnes, en fait. Oui, en effet. Je pense qu'on a à peu près le même âge, la même génération, il me semble. J'avais à peu près 20 ans, 22 ans, un truc comme ça, en 90, 91, 92. Et je m'en rappelle, je ne savais rien de ce qui se passait. J'ai compris ce qui s'est passé a posteriori, c'est-à-dire que c'est après les événements avec le recul, etc., que j'ai pu aller chercher de l'information dans des endroits un peu isolés, cachés, marginalisés et tout, parce que les médias traditionnels d'alors, et même d'aujourd'hui, continuent encore à désinformer les gens. Ça donne les remarques que tu as dû recevoir sur ta page Facebook, je comprends que dans les années 90 et 2000, la presse algérienne, qui était ouvertement éradicatrice, qui ne s'en cachait pas, dont les grands journalistes, les grands noms du journalisme collaboraient directement avec le DRS, je le dis, j'assume ce que je dis, j'étais moi-même journaliste, on le comprend. Mais aujourd'hui qu'il
il y a une presse supposée libre, des réseaux sociaux. Supposée libre. Comment supposée libre. Ben, elle était supposée libre aussi dans les années 90. La plus libre du monde arabe, on disait d'ailleurs. Et c'était une grande aventure intellectuelle. Exactement. Et du coup, non, je pense que la presse n'est pas libre. On continue encore à désinformer les gens. C'est pas un litige, hein, mais cet affrontement-là entre les conservateurs et les libéraux, il est maintenu. Il y a des gens qui mettent le feu et tout, parce qu'il ne faut pas que, moi c'est mon avis, en tant que militant de base, j'ai toujours dit à mes camarades et tout, on doit trouver des compromis avec les gens, quel que soit leur bord idéologique, parce Absolument. que ce n'est que comme ça qu'on pourra avancer. Si on continue à militer chacun dans son coin et chacun contre son frère algérien ou sa sœur algérienne, on s'en sortira jamais. C'est le régime en place, et c'est un régime, Dieu seul sait que c'est un régime qui fait énormément de mal à notre pays, qui va continuer à perdurer, faute d'alternative. Et pour moi, l'alternative, c'est de faire rencontrer ces courants idéologiques. Mais je pense qu'il y a aussi des gens, et c'est de bonne guerre, qui maintiennent, qui alimente le feu entre les gens. Parce que ça doit être utile à... Si tu défends un islamiste qui a été torturé, certains, pas beaucoup, mais quand même certains vont te dire ben, pourquoi tu as fait ça. Et inversement, si tu défends quelqu'un qui est du bord libéral ou démocrate, comme on les appelle en Algérie, pareil, tu auras des islamistes qui vont t'accuser de... Absolument, absolument. Et du coup, on a divisé. Oui, tout à fait. Et puis, ça ne tombe pas du ciel. Hein. Notre région, elle est traversée par ces deux courants majoritairement. Et ils sont en conflit, ces deux courants. Et les plus extrémistes, les minorités extrémistes, font beaucoup de dégâts. Comme partout, les extrémistes, même quand ils ne sont pas nombreux, ils font beaucoup de bruit. Absolument. Ils gênent énormément. Si vous permettez, Jamal, je reviens juste rapidement, c'est que... quand on fait surtout de l'évocation de mémoire, il faudra que la double évocation de mémoire se fasse. On a eu effectivement des jeunes cadres politiques du fils de la trempe d'Abdelkader Hachani, mais on a eu quand même des cadres qui étaient dans différents partis, qui ont perdu la vie. Bien sûr. Et on sait, pour mémoire, je citerai Rachid Tegzié, qui était quand même... qui vivait dans un quartier populaire. Ce bonhomme-là, même quel que soit le parti politique dans lequel il était, il défendait des thèses, mais rien ne pouvait justifier qu'il perde la vie. On a Mahdi Mbarak, un ancien responsable du FIS, qui était même l'un des artisans du contrat national de Rome. Oui, oui. On a eu des lumières. Mahfoud Bouzbsi est professeur de psychiatrie. Mais personne, personne de sensé, d'humain, ne peut faire comment dirais-je, de discrimination dans la victimisation. Ah non, mais le problème dont il faudra bien parler un jour, et c'est pour ça que la nécessité d'une dynamique vérité et justice est plus que nécessaire, c'est de savoir qui a tué ces gens. Ça ne veut pas dire que ces gens ont été tués par des fissistes ou des islamistes. Absolument pas. Là, moi, je connais pas mal d'histoires, étayées très largement par des gens qui étaient dans le DRS, dont le colonel Samarawi, etc., et pas que lui, où ils nous ont appris des choses, que le DRS, dans son opération terrorisme pédagogique, choisissait parmi les intellectuels les plus aimés de la population, les plus appréciés, les plus estimés, et les faisait assassiner par ces islamistes de service qui ramenaient d'une caserne ou d'une autre, et qu'il inscrivait à l'actif des islamistes. Ça veut dire qu'il n'est pas question de ne pas parler des uns ou des autres. Ils sont tous des victimes. Mais c'est surtout la des peine. Victimes d'un régime, non, surtout. En fait, c'est la peine dans l'évocation. C'est la peine que ça fait, parce que tous ces gens-là restent profondément des enfants de l'Algérie. Et le pire dans ces cas-là, c'est que c'est des individualités qui auraient pu apporter énormément à l'Algérie, que ce soit dans le débat politique ou que ce soit dans la construction nationale, ce qui était extrêmement important. Parce que les 200 000 ou les 250 000 morts qu'on en a eu, c'est des chiffres, qu'on le dit, mais c'est toute la sève de ce pays qui est parti à travers. Et il pourrait se trouver que les uns et les autres aient été victimes des mêmes criminels. Il est très probable, très vraisemblable. D'abord, ce qui a prévalu, c'est la logique de confrontation. Je pense qu'à partir du moment où quelqu'un, quel que soit le bord duquel il se réclame, quand on est dans une logique de confrontation, quand on est dans une logique d'exclusion, quand on exclut quelqu'un parce qu'il a un projet politique qui se construit sur ses convictions religieuses ou
quelqu'un qui lui dénie le droit, ou il se dénie mutuellement le droit, où vous avez quelqu'un qui va brandir le Coran en disant que moi, je ne veux d'autre constitution que cela, on est dans une logique de confrontation. Absolument. Donc là, il y a une responsabilité Bien qui est sûr. collective là-dessus. Bien sûr. Par la suite, les travaux d'histoire, l'histoire doit nous apporter quand même, doit nous apporter des réponses aussi. Mais il faudrait quand même qu'il y ait un mouvement de part et d'autre pour qu'il y ait ce travail d'histoire et de vérité. Tout à fait. Sadr Sillam, vous voulez dire quelque chose sur ce point-là. Toutes les vies sont sacrées, quelle que soit la date à laquelle on y a mis fin. Mais la mort d'Abdelkader Hachani, c'est le 22 novembre 1999, au moment où... La concorde civile. Non, au moment où Nazar, etc., disait l'interruption des éruptions était un stress, début de repentance. Oui. Donc c'est lié au contexte de l'époque où, moi je me souviens de ce qui m'a encouragé, moi, à rédiger cet article, c'est la lettre de condoléances de Bouteflika, qu'on a eue le lendemain, où Bouteflika lui-même, on sentait qu'il voulait faire de Hachani un allié pour lui éviter d'être un président stagiaire, comme il l'a été pendant deux mandats, au moins. Bon. Le contexte dans lequel il a été, alors qu'on l'a jugé, d'abord, il a été emprisonné 5 ans, on ne s'est pas avisé de le juger. On l'a amené au tribunal pour le libérer dans l'espoir qu'il allait immédiatement bénir l'accord avec l'AIS. Or, il a commencé par dire, c'est quoi l'AIS? Qui a ordonné sa création? Ce n'est pas nous, aucun dirigeant du FIS. Et un de vos intervenants de hier ou avant-hier, qui a connu Hachani de près, a dit Rabah Kabir était le représentant de l'AIS à l'étranger et non pas du FIS. C'est pas Fouad Le Mouchi? Je crois. Ouais. Il faut lui donner la parole le plus souvent parce qu'il en sait des choses. D'accord. Oui. Et donc, Rabah Kabir, qui était toujours avec lui, visiblement, à partir du moment où ils les ont séparés, l'un exilé et l'autre en prison, Rabah Kabir, on lui a fait jouer un rôle. Bon, avec les moyens du bord, il a fait ce qu'il a pu, je n'ouvre pas de polémique. Mais lui, à ce moment-là, il continue à représenter un danger parce que les officines qui ont contourné la négociation de Zarwal avec son conseiller Betchin, aidé par des mercenaires de la plume, dont je ne cite même pas le nom, qui ont sali Betchin avec des prétextes affairistes, mais le mobile était purement politique. Ouais. Zarwal voulait un accord global avec la direction du FIS. Or, on l'a contourné en négociant directement avec l'AIS. L'AIS dont Hachani avait dit que, c'est Fouad Demouchi qui nous l'avait appris, oui. Qu'il n'a jamais désigné, qui n'a jamais été mis au courant de la création d'une armée islamique du salut, et qui n'a jamais lui-même désigné quiconque pour s'en charger. Oui, et les deux chefs du FIS, là, quand on leur donnera la parole, oui. On a les révélations de leurs avocats, oui. Les chefs autoproclamés de l'AIS leur envoyaient régulièrement des messages pour leur demander des textes pour bénir et approuver. Ils ont toujours refusé. Voilà, c'est clair. Ça veut dire que l'armée islamique du salut a existé en dehors de la volonté des leaders du FIS. Oui, et puis le GIA, si le GIA n'avait pas existé, les éradicateurs l'auraient créé. Pourquoi? Parce qu'il a apporté des arguments a posteriori à un acte jugé répréhensible par ses propres auteurs. Absolument. Et puis, moi, je me souviens de l'arrivée de l'ambassadeur d'Algérie à Paris, qui avait été Premier ministre. Et j'avais été sollicité par France Pays Arabe, le regretté Lucien Bitterlin, à qui j'ai rendu hommage à mon émission. Et moi, je lui ai donné un autre point de vue, qui est sorti dans l'Ahram à la fin du mois. J'ai eu droit à une demi-page dans l'Ahram qui m'a valu plusieurs fiches S algériennes. Parce que l'Ahram s'est lu par une dizaine de diplomates algériens en Orient. Et j'ai dit c'est un acte répréhensible. L'Algérie avait plusieurs problèmes économiques, sociaux. On ajoute un problème sécuritaire qui va absorber tous les budgets qui deviennent minuscules. Et donc on s'enfonce dans la crise. Bon. Or, Lucien Bitterlin, paix à ses cendres, qui dépendait des régimes arabes. Il m'a dit, c'est intéressant, mais je vais attendre
d'interroger quelqu'un qui défend le point de vue opposé. Et l'ambassadeur d'Algérie arrive, il ne publie que son point de vue à lui. L'ambassadeur d'Algérie, je l'entends comme si c'était ce matin à Radio Orient, il a dit « Nous avons interrompu les élections parce que le fils voulait prendre le pouvoir par la force ». Jusqu'à maintenant, personne n'a montré la contradiction. Il venait de dire que les élections étaient propres et honnêtes. Oui. Il a dit librement. Un type fort estimable, c'est Ahmed Rosali, mais bon, les généraux, c'est eux qui ont des... D'après Audibert, qui a fait son rapport de fin de mission à Alger, au Quai d'Orsay, il y a un passage où il dit que Ahmed Rosali n'était pas d'accord pour l'interruption des élections. Donc c'est tout à son honneur, mais il a suivi le mouvement. Oui, il y a beaucoup de secrets qui restent. Donc si vous voulez, cette propagande, jusqu'à maintenant, qui consiste à accuser le fils d'avoir voulu prendre le pouvoir par la force alors qu'il avait gagné les élections, et qu'il avait combattu pour convaincre les antidémocratiques au sein de ce parti, et maintenant, quand on nous dit que c'est le GIA qui a tué un tel, tous ces noms-là, ces assassinats étaient revendiqués par le GIA. Oui. Or, depuis que le général-major Hussein Belhadid a dit que le chef du GIA de l'Ouest lui a avoué à quel général-major il obéissait. Ben Cheikha, qui était sous la coupe de chef de région de la deuxième région militaire. Oui. Et jusqu'à maintenant, quand on parle d'un assassinat du GIA, on oublie de corriger à la lumière de la rectification de Ben Cheikha. Oui. Donc on a un il n'y a pas que Ben Cheikha. Quasiment tous les émirs tous les émirs du GIA étaient des agents du DRS. Oui, mais c'est un secret policier. Le livre de Samraoui a été boycotté par l'ensemble de la presse française. Absolument. Chronique des années de qui sang. dépendait du colonel machin, dont j'ai oublié le nom, qui était chargé de téléguider la presse algérienne et la presse française. Oui. Donc on a un problème de vérité, quand tu dis vérité et justice. Et justice. Oui. D'abord la vérité. La vérité rend libre, et la première victime des guerres, nous dit un sage, c'est la vérité. Absolument. D'abord reconnaître ce qui s'est passé, ensuite exprimer ses regrets et demander pardon. Il y a ensuite il n'est pas possible les révélations d'Ahmed Taleb que vous avez diffusées hier ou avant-hier. Un jour, parce que si on regarde sur YouTube, Nazar a à peu près une 50aine de vidéos. Il a éprouvé le besoin de venir enregistrer une douzaine ou une quinzaine de vidéos après la fin de l'état DRS, avec l'air de dire je persiste et signe. Et il a écrit des livres. Oui. Un tas de livres. Les livres sur l'armée des frontières, c'est très intéressant pour l'historien, parce que moi j'ai le fichier, j'ai le grade de Nazar, de qui il dépendait, la zone ouest, etc. Bon. Ce livre est intéressant pour moi. Oui. Mais les journalistes, après le septembre 2015, ils sortent du politiquement correct. Alors, ils lui ont sorti la déclaration de Taleb. Il dit, oui, Taleb est libre de ce qu'il dit, etc. Il passe à autre chose. Oui. Donc, pourtant, il a dit des choses terribles, très importantes. Important du point de vue politique. Oui. Samir. Taleb, son hypothèse, c'est que les généraux voulaient faire quelque chose, un coup de chien. Mais ils ont décidé, quand ils ont eu vent du message transmis à Chadli, via le... Comme quoi le chef du gouvernement ne sera pas fils, mais il était prêt à faire un compromis. Il ne prenait que 3 ministères. Oui, les autres, c'est ce qu'on appelle le kafa'at en Tunisie, et en Égypte et en Turquie. C'est-à-dire tous les éloges adressés pendant 15 ans à Erdogan par la presse française elle-même, jusqu'aux histoires récentes, c'est Rachani, l'Algérie, qui aurait eu droit à ces éloges. Voilà des gens qui s'engagent pour la charia et puis qui deviennent des démocrates. Absolument. Et d'ailleurs, il dit, Hachani, dans ce que nous apprend M. Taleb Ibrahimi, que Hachani, pour le deuxième tour, allait donner des instructions, des consignes, des mots d'ordre de vote pour que les gens votent FLN et FFS. Exactement. Surtout sur les sièges en ballottage. Il a parlé de la majorité des 3/4. Oui, absolument. Bon, il a dit éviter d'avoir ça parce que on ne peut changer la Constitution que si, par un vote au Parlement que si on a 75%. Or,
ont soupçonné le fils de vouloir imposer la charia par une majorité. Et Taleb lui a dit évitez ça pour rejeter d'emblée ces accusations de vouloir proclamer la charia. Et voilà une autre déclaration qui a été faite sur d'autres chaînes, c'est le colonel Mohamed Tahar Abdeslam, qui a été limogé par Toufiq la semaine du coup d'État. Parce que Parce qu'il était de l'ALN. Oui. Il a viré une douzaine d'anciens de l'ALN qui étaient des témoins embarrassants. Il lui a dit, parce que Mohamed Tahar est un profond connaisseur de l'Orient, le Liban, les Palestiniens, etc. Et il lui a dit on va rentrer dans une période où les problèmes internes prendront de l'importance, on n'aura pas besoin de relations extérieures. Alors Mohamed Tahar a dit qu'il a donné comme conseil à Abbasi Madani qu'il allait voir, malgré les mises en garde de Toufiq, et il voulait lui interdire de voir Ben Bella lui-même. Ben Bella qui a mis fin à son parti, vu son aura internationale, et représentait un danger pour les éradicateurs. Oui. Il a dit à Abbasi, après la marche d'avril, où il a montré sa foi, il lui a dit il ne faut pas faire de provocation, il faut modérer tes troupes. Et il a dit quelque chose de très important, il a dit le fils avait besoin de la violence verbale tout court pour mobiliser et faire le plein des voix, vu l'ampleur du mécontentement. Absolument. Or, on mélange entre la violence verbale et la violence tout court qui a commencé par être manipulée déjà à Al-Gamar. On sait très bien que Al-Gamar, ce n'est pas les islamistes. La vérité reste à dire. Et il faut des volumes. Dernier tour de micro, nous arrivons à la fin de l'émission. Samir, sur ça. Je pense que ça vient d'être dit. À ce propos, c'est juste pour dire que finalement, les putschistes, je pense qu'ils ont signé et recommencé, confirmé le fait qu'ils ne laisseront jamais la société se prendre en charge. C'est eux qui prennent le pouvoir par la force. Et le fait d'avoir tué Hachani quand même en 1999, on est quasiment à 7 ans après le coup d'État, ça dit, ils confirment, ils ont fait la guerre après l'avoir gardé 5 ans en prison. En prison, il a échappé au massacre de Serkaji, etc. Et du coup, je pense qu'ils ont confirmé, c'est-à-dire qu'à ce jour, en fait, on a un régime qui est complètement illégitime, il ne vient pas de la volonté populaire, et ils nous l'ont montré, en fait, y compris avec l'assassinat de Hachani. C'est un acte éminemment politique. On ne veut absolument pas laisser les gens aller dans des solutions autres que celles que contrôlent ces putschistes-là. Voilà. Dernier mot. Je pense que toute dynamique politique ultérieure qui veut du changement, qui doit apporter du changement, ne devra surtout pas éluder les questions de fond. Ça, c'est extrêmement important. On va revenir sur les questions d'ethnicisation de l'État, de la confessionnalisation de l'État sur le plan constitutionnel. On va revenir sur la place de l'islam en tant que religion, donc ça ne pose pas de problème, mais en tant que du phénomène de l'islamisme politique et le rôle et la position qu'il doit occuper dans le paysage politique algérien, ça c'est des questions de fond. Oui. Et toutes les dynamiques politiques qui veulent aller dans le sens du bon changement et pas dans le maintien du statu quo doivent quand même se poser les bonnes questions. Merci Boukhalifa Ben Mamar, merci Samir Bellateche, merci Sadr Sedlem. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Je suis désolé de ne pas avoir pu aborder le sujet de la solidarité avec ceux d'entre nous qui sont persécutés par le régime. Je voulais juste dire que nous avons un grand besoin de vérité et de justice, mais que malheureusement, en l'état des choses, et pour en revenir à la loi, la Charte pour la réconciliation nationale interdit à tout citoyen, y compris à tout universitaire, d'entreprendre ne serait-ce que des recherches sur ces questions-là, c'est considéré comme définitivement enterré. Merci beaucoup. Bqaw ala khair, b'slama.